Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Le Bon MJ. Dans cette nouvelle vidéo tutoriel sur Tokyo Otherscape, on va regarder comment fonctionne la création de personnages. Il y a plusieurs manières de créer un personnage dans Tokyo Otherscape. Vous allez voir, c'est assez cool. C'est un des trucs qui est le plus cool, en fait, je trouve, dans ce jeu. J'ai fait pas mal de créations de personnages rapides, c'est une des premières méthodes, mais j'ai pas vraiment encore fait des créations de personnages longues, parce que je faisais juste des petites parties test. Je vais vous présenter les deux méthodes, et ensuite, on va faire une création de personnages longue ensemble. Donc pour ceux qui découvrent en cours cette série, j'ai fait plusieurs épisodes avant pour expliquer un petit peu les mécaniques. C'est assez touffu, hein. C'est un jeu qui a pas mal d'options, a une certaine profondeur. Donc vous pouvez regarder avant parce qu'on va pas vraiment revenir sur la mécanique en tant que telle. On va vraiment se concentrer sur la création de personnages là. Et après cette vidéo sur la création de personnages, j'en ferai d'autres sur la progression des personnages et sur des mécaniques un peu plus avancées. Parce que même si le jeu est simple, il a, comme je le disais, toutes ces options. Et ce que je vous conseille quand vous commencez à jouer, c'est pas de commencer typiquement nécessairement par une création de personnage, c'est justement de prendre des personnages pré-tirés ou d'utiliser la méthode de création rapide, de pas utiliser toutes les règles du premier coup, et au fur et à mesure de vos parties, d'ajouter des règles petit à petit. Elles se comprennent très très bien, ces règles, elles sont pas compliquées du tout. C'est pareil pour la création de personnages, mais je pense qu'au début, quand on débute, ça peut faire beaucoup d'informations à ingérer d'un seul coup, surtout si vous n'avez pas joué à des jeux de ce type auparavant. Donc je pense que c'est plus simple d'expérimenter vraiment la base du jeu avec des personnages tout faits, et ensuite de se pencher sur une création de personnages avec des joueurs avec qui vous avez déjà joué un petit peu, parce qu'ils auront plus en tête les tenants et aboutissants. En fait, c'est quoi finalement l'impact de leur choix durant cette création de personnage. Alors avant qu'on aille vers le bouquin, les dernières fois, à chaque fois, on allait vers le PDF. Je rappelle aussi rapidement que quand on ira voir le PDF, c'est pas le PDF final, il manque des illustrations, il y a encore des coquilles. Vous verrez même qu'il y a certaines capacités, je vous montrerai, qui ne sont pas tout à fait à jour au niveau des règles. Donc ça, c'était pour le petit rappel. Avant d'aller voir le bouquin, comme les dernières fois, je vais d'abord vous montrer à quoi ça ressemble à peu près une fiche de personnage une fois qu'on a créé un personnage de base. Donc ça, c'est mon Miro, c'est là-dessus que je joue. Je trouve que c'est le plus simple pour ce jeu. Et donc ici, par exemple, c'est deux personnages que j'ai créés avec la création de personnages rapide. Donc c'est à peu près à ça que devrait ressembler une feuille de personnage d'un personnage qu'on fraîchement créé, en fait. Ici, c'est un espace que j'ai laissé pour créer le personnage qu'on créera à l'issue de cette vidéo. On va faire une sorte de street samouraï enquêteur qui chasse des démons, que j'ai appelé Saburo. Voilà, je lui ai mis une petite illustration et pour l'instant, j'ai noté juste quelques idées pour pas partir de rien et on développera en fin de vidéo. Mais voilà plutôt à quoi ça ressemble une fois que c'est fait. Donc, je vous montre vite fait, hein, là, c'est le nom du personnage, là, c'est une petite illustration que j'ai mise, trouvée sur Internet. Ici, c'est son naissance, on reviendra rapidement sur ce que c'est après. Il a des tags de relations, donc en fait, j'avais créé 3 personnages, là, j'ai effacé le personnage que j'avais fait. En gros, chaque personnage va avoir un tag de relation avec un autre personnage du groupe. Donc Nightmare, il a une relation avec Callum et il avait une relation avec B-Boy que j'avais créé. Donc ça, c'était ces 2 tags de relation. Normalement, vous avez ça à l'issue de votre création de personnage. Ici, ça nous intéresse pas pour le moment, c'est des trucs vraiment liés à la progression des personnages. Ici, ça ne nous intéresse pas non plus, il y aura rien parce que ça, les story tags, c'est des trucs qui vont aller venir pendant la partie. C'est plutôt un endroit juste pour les poser. Vous voyez, si je crée un tag, je le mets ici, puis je le supprimerai quand on n'en aura plus besoin. Donc c'est normal que ce soit vide. Normalement aussi, ça c'est vrai, vous n'aurez pas forcément d'équipement dans votre loadout quand vous créerez un personnage. Donc typiquement, en fait, vous auriez peut-être pas ça. Ça, c'est moi qui l'ai ajouté pour éventuellement faire des petits one-shots, je sais pas quoi, qu'il y ait déjà de l'équipement, mais à la création de personnage, vous vous préoccupez pas vraiment de cette partie. Donc en fait, vraiment, la création de personnage, ça se concentre réellement là-dessus. Il s'agit de définir vos 4 thèmes, les 3 power tags de ces thèmes, les weakness tags de ces thèmes, et les motivations de ces thèmes, et ensuite, votre personnage, il est fait. Donc c'est à ça à peu près que ça ressemble à la fin. Et ici, c'est une version, on va dire, prête à être faite après. Hop là, j'enlève ça d'ailleurs. On va pas faire l'équipement dans cette création de personnage. Donc on reviendra ici tout à l'heure. Donc maintenant, on va aller dans le PDF. Donc nous y voilà, on arrive à la partie création de personnage. Donc dès le départ, on nous dit ce qui va être important, c'est de créer nos thèmes avec des symbooks. Donc ça, c'est pour la création longue. Les symbooks, si vous voulez, c'est des guides pour créer vos thèmes et créer vos tags. Ça va nous servir si on veut faire une création de personnage customisée, donc c'est la version longue, c'est celle qu'on fera à la fin de cette vidéo. Et si on nous parle de l'anatomie, entre guillemets, de ces symbooks, je vous en reparlerai après, parce que sinon, en fait, ce qu'on peut faire, c'est une création de personnage rapide qui va nous faire gagner du temps, par exemple, si on veut créer des pré-tirés, etc. Et du coup, pour chacun des symbooks, vous allez avoir des thèmes tout prêts qui vous seront proposés dans lesquels vous pourrez aller piocher pour votre personnage. Donc pour l'instant, ça vous paraît peut-être un peu flou, on va avancer. Donc déjà, la première chose, c'est qu'il y a 3 types de thèmes. Ça, on en a déjà parlé dans la vidéo précédente. Pour votre création de personnage, en gros, il y a les thèmes du mythe. Ça va être lié à tout ce qui est magique, entre guillemets. Il y a les thèmes du noise, plutôt liés à la tech. Et les thèmes du self, qui sont plutôt liés à vos compétences, à vos relations, à votre personnalité,
à votre humanité finalement. Ensuite, on a le loadout, c'est l'équipement, mais c'est un peu spécial et on n'a pas vraiment besoin, encore une fois, à la création de personnages. Et donc, pour chacun de ces grandes familles de thèmes, eh ben, on a différents themebooks. Donc, pour le self, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 themebooks. Donc, on a une affiliation. On pourrait avoir un thème qui serait une affiliation. Ça représenterait nos connexions avec d'autres gens. La plupart du temps, un groupe, une culture, d'autres personnages, peut-être. Ça peut aussi être juste un individu. Ça pourrait être un de nos thèmes, donc vraiment un thème relationnel. Ensuite, on a un thème qui est asset. Ça pourrait représenter, par exemple, des ressources qui sont à notre disposition. Ça peut être des armes, des véhicules, des softwares, un endroit aussi. Ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Ça pourrait être, en gros, un équipement qui est lié à notre personnage, mais qui est lié à notre personnage, on va dire, à tel point. Cet asset, cette ressource est tellement importante pour le personnage que c'est un de ses thèmes principaux. C'est différent de ce qu'on verra dans d'autres vidéos du thème loadout, qui sont plus les équipements qui vont, qui viennent. Genre si j'achète des grenades, des munitions spéciales, etc. Bon, ça définit pas mon personnage, c'est un peu temporaire, je suis allé m'équiper, je peux le perdre, etc. Mon thème d'asset, c'est vraiment un truc qui me caractérise. Admettons, j'ai une arme signature, ou bien alors le groupe se retrouve toujours, on a une sorte de base un peu comme, je sais pas, des super-héros, vous savez, qui ont un petit QG là. Ça pourrait être un de mes assets, et ça vient définir mon personnage si je décide de prendre ça. En fait, c'est juste une question de choix. Est-ce que je trouve que c'est suffisamment important pour en faire un thème, que ça ait une application mécanique, ou est-ce que c'est plus, on va dire, entre guillemets, du fluff. Je considère que j'ai un appartement, j'ai une arme, etc. Mais c'est pas, ça va pas avoir un impact mécanique, c'est juste descriptif, je l'ai sur moi, mais ça changera pas mes jets de dés, etc. Dans ce cas-là, je prends pas le thème asset. C'est ça qu'il faut bien capter. C'est quand vous choisissez vos thèmes, c'est que c'est un truc qui va être important, qui va avoir un impact mécanique direct. Ensuite, on a l'expertise, donc là, ce serait vraiment une compétence, hein, c'est le grand classique. L'horizon, c'est plutôt un objectif, genre je veux devenir riche, je veux devenir connu, je veux me venger, je veux sauver quelqu'un. Ça peut être tout ce genre de choses. Ma personnalité, donc là, c'est vraiment je suis taciturne, je suis au contraire très joyeux, je prends grand soin des autres, etc. J'ai envie que ce soit tellement important pour mon personnage que ça ait une traduction mécanique et que ça puisse améliorer mes jets de dés. Je prends un thème de personnalité, Troubled Past. Bon, c'est un passé trouble, hein. Et donc pareil, ça va me donner des tags. Donc tout ça, c'est du self. C'est qui je suis moi en tant qu'humain. En fait, c'est des trucs vraiment plutôt axés sur l'humain. Ensuite, on a le mythos. Donc le mythos, c'est ce qui représente les pouvoirs surnaturels, entre guillemets. Donc ça peut être un artefact, ça va être un objet. Vous allez voir que pour le personnage qu'on va faire, j'ai pris un sabre, genre grand classique, etc. Un objet qui me donne des capacités surnaturelles, tout ça. Ensuite, le compagnon. Donc là, c'est plutôt un truc qui va m'accompagner, littéralement. Ça peut être un construct magique, un golem, je sais pas quoi. L'ésotérica, ce serait plutôt des sortilèges, une pratique, une connaissance, un art. Tandis que l'exposure, ça représente le fait que en fait, je suis moi-même affecté par ma condition surnaturelle. Par exemple, je peux, on nous dit, traverser des royaumes métaphysiques autres. Je suis affecté par une malédiction, où on m'a lancé un sort, où j'ai une nature féerique, ça peut être ce genre de choses. Ensuite, on a le noise, donc la technologie. Ça peut être un thème d'augmentation, par exemple, je suis augmenté grâce à de la cybernétique, des améliorations biologiques, etc., des implants. Cutting Edge, ça va être une technologie qui me donne complètement l'avantage, qui est mind-blowing, comme ils disent. Je pourrais être son inventeur, son pilote, genre je suis là pour tester un prototype, je sais pas quoi. Ou alors j'ai récupéré un prototype que j'ai volé quelque part et qui est une technologie genre unique à mon personnage, qui est tellement importante que ça fait partie de l'archétype de mon personnage. Cyberspace, donc ça va être plutôt lié à ma vie virtuelle, etc. Si je suis un hacker, tout ça. Et drones, ça va être un robot, une flottille de robots à mon service, quelque chose comme ça. Et vous voyez qu'il peut y avoir des croisements. Par exemple, on peut se dire un compagnon, finalement, c'est un petit peu la même chose qu'un robot. Ou alors, par exemple, mon fameux asset, là, la ressource, on n'en a pas mal parlé, on s'est arrêté dessus. Ça pourrait aussi être un cutting edge. On pourrait se dire dans quelle catégorie j'ai envie de le mettre. Et en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que en soi aussi, notre thème, simplement le fait que ce soit un thème self, mythos ou noise, ça va aussi avoir un impact mécanique. Donc c'est pas, entre guillemets, juste là pour faire joli, c'est pas des doublons, puisqu'en fait ils appartiennent pas à la même famille, et en fonction de ma combinaison de 4 thèmes, de quel type relève ces thèmes, ça dit quelque chose sur mon personnage. Est-ce qu'il est très versé vers la technologie, plutôt versé il compte sur lui-même, sur l'équipement qu'il a, mais sans aller vers l'hyper-technologie, on va dire. Est-ce qu'il se base plutôt sur la magie? Ça va avoir des impacts mécaniques, et aussi en termes de signification, ça n'a pas le même sens narrativement. Et donc, à l'issue de notre création de personnage, on aura choisi 4 de ces trucs-là, et ça va nous faire une combinaison de 4 thèmes qui nous dira si on est plutôt noise, mythos, self, et qui nous donnera tous nos tags. Donc une création de personnage rapide,
qu'est-ce que ça donne? En gros, il va d'abord falloir choisir ce que c'est notre character trop. Donc en fait, un character trop, c'est une sorte de rassemblement de plusieurs kits, plusieurs trucs déjà tout faits, qu'on va pouvoir prendre tel quel et aller foutre sur notre feuille de personnage, sachant que chacun de ces kits, de ces trucs préfaits, va nous proposer en fait 3 thèmes déjà choisis pour nous, et nous laissera plus ou moins la liberté du 4e, avec quelques suggestions. Et ensuite, une fois qu'on aura choisi qu'on aura nos 4 thèmes comme ça, on aura déjà des tags préfaits qui nous seront proposés, qu'on pourra venir choisir, donc ça peut aller très très vite. Et en fait, on peut le faire de différentes manières. Par exemple, on peut sauter la phase trop, juste aller choisir 4 thèmes déjà créés et créer un personnage. Donc il y a 1001 manières de créer le personnage. Ce qui compte à la fin, c'est que le résultat final ce soit le même, quelle que soit la méthode qu'on a utilisée, vous voyez. Donc dans l'idée, on choisirait un trop qui nous est proposé, on le customiserait un petit peu, et puis ensuite on ajoute un nom, tous les petits détails qu'on a envie de lui donner, le background, etc. Là-dessus, on n'est pas vraiment aidé. On va pas se le cacher, le jeu il est plutôt axé sur sa mécanique, c'est-à-dire que vous n'avez pas à avoir, par exemple, comme dans certains jeux qui le proposent, un pass of life, je sais pas, dans Cyberpunk Red, ou une histoire à créer comme dans La Légende des 5 Anneaux. Mais on va voir qu'en fait, à travers notre création via les thèmes, en fait, on en dit déjà beaucoup sur nos personnages. Ça en dit plus que, par exemple, je trouve, dans d'autres jeux, le fait d'attribuer des points dans des compétences qui viennent juste dire ce que notre personnage sait faire, mais ça raconte pas vraiment une histoire. Là, la manière dont on va formuler nos tags, ça va déjà donner plus de consistance au personnage. Donc ça, ce serait l'étape finale, choisir un nom, etc. Backstory, tout ça. Et on nous dit d'ailleurs qu'on peut jouer une sorte de petit scénar post-création de personnage. Par exemple, si on a fait ça en session 0, ce serait A Night in the Megacity, ce serait genre jouer une mini-session où on met notre personnage en condition et on commence déjà à le tester un petit peu sur des scènes un peu iconiques, genre il est assis sur un toit, présente ton personnage, dis-nous ce qu'il fait d'une journée typique, et ça peut déjà nous donner la possibilité pendant le jeu de venir lui ajouter un peu de la matière, vous voyez. Ensuite, une fois qu'on aura choisi nos 4 thèmes, là, notre combinaison de thèmes, on aura du coup la réponse à combien on a de thèmes de mythos, combien on a de thèmes de noise et combien on a de thèmes de self. Et en fait, cet équilibre entre les 3 grandes familles de thèmes, ça va nous donner notre essence. Donc ça, c'est pas vraiment un choix, on choisit pas notre essence, c'est en choisissant nos thèmes qu'on va savoir notre essence et qu'on va pouvoir la mettre sur notre fiche. Et ça va avoir un impact mécanique. La dernière étape, ce serait de créer un tag de relationship avec chacun de nos camarades, de nos potes, et on aura notre personnage. Donc, à quoi ça ressemble un character tropes? Si on prenait la première étape d'une création de personnage rapide, bah là, on a une liste de tropes. C'est-à-dire, je veux être un hyper destructif vandale, je veux être un mnémonique data courrier, genre je suis un courrier qui déplace des données, je veux être un garde du corps vétéran, je veux être un pistolero sorcier, etc. On a déjà plein de trucs qui nous sont proposés. Et donc, typiquement, on s'arrête sur on va essayer de prendre un truc un peu simple, un gros cliché du cyberpunk. On va prendre un chromed up ogre. Donc, c'est-à-dire qu'on est en gros une machine de guerre ultra chromée. On est accro aux nouvelles augmentations, etc. Blablabla, ça c'est le texte d'ambiance. Donc à chaque fois on a un petit texte d'ambiance. Et donc vous voyez qu'ici, je zoome un peu, là on a notre combinaison toute faite en fait. C'est presque c'est pas un pré-tiré, c'est une sorte de template pour faire un personnage très rapidement. Donc on nous conseille Armored Juggernaut, qui est donc un thème. Ça, c'est le nom du thème. Donc ça pourrait changer. Vous voyez, ça, en soi, c'est déjà un tag. On verra ça après. Ça, comment dire, c'est pas un truc de la création de personnage. C'est déjà, il y a déjà un style qui a été mis. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on va prendre un thème augmentation. Donc c'est un des fameux 4 thèmes. On remonte vite fait pour qu'on soit bien au clair. C'est un de nos fameux 4 thèmes de noise. Vous voyez, c'était augmentation. Donc on nous conseille de prendre le thème augmentation avec, on nous propose Armored Juggernaut. On nous conseille de prendre le thème assets avec Guns and More Guns. On nous conseille de prendre personnalité avec Tough as Nails. Donc c'est-à-dire qu'on est Tough as Nails, c'est genre on est endurci quoi. Et ensuite, on nous dit vous prenez ces 3-là et on vous suggère d'en prendre un de ces 3-là comme 4e thème, mais vous pourriez prendre n'importe quoi d'autre. Encore une fois, c'est pas prescriptif. C'est une sorte de truc pour vous guider dans la création de personnage. Par exemple, je prends ces 3-là et puis je me dis ouais, je pense qu'il pourrait faire partie d'un syndicat du crime et je prendrais Criminal Syndicate et j'aurais donc mes 4 thèmes en fait. Une fois que j'ai fait ça, j'ai mes 4 thèmes. Et à partir de ce moment-là, j'ai plus qu'à aller plus loin dans le bouquin. Et on avait dit par exemple qu'on aurait un thème d'augmentation. Tout ce qu'il y a là, on y revient juste après. Là, c'est pour la création plus développée. Et si en fait on a des sortes de templates tout faits et donc on cherche celui qu'on nous a suggéré. Armored Juggernaut, il était déjà tout fait. On aura ce thème-là. Et donc là, c'est quoi l'anatomie en fait de ce kit de thème? C'est que Armored Juggernaut, ça va être
notre tag principal. Ça veut dire que ça, c'est déjà une mécanique. Armored Juggernaut, en soi, c'est un tag et ça peut me donner +1 si je considère que ça me donne un bonus dans cette situation. Et ensuite, je vais devoir en choisir 2 autres power tags, en plus d'Armored Juggernaut, parmi ceux qui sont là. Donc, je regarde ce que je trouve stylé. Je trouve que Bust Through Rolls, genre j'explose les murs, rien ne m'arrête, quoi. Je trouve que c'est stylé, donc je prends celui-là. Et je me dis que, je sais pas moi, imposing physique imposant, ça peut m'aider à l'intimidation et tout. Je trouve que c'est stylé, je prends celui-là. Et donc j'écrirai ça sur ma feuille. Ça arriverait du coup ici, vous voyez. Ici, il faut imaginer, hein, parce que c'est pas ça. Là, ce serait Armored Juggernaut. Là, ce serait Bust Through Walls. Et là, ce serait le troisième, Imposing Physique. Et hop, j'ai un de mes thèmes qui est fait. Ici, j'écrirai... alors ça, c'est pas une fiche officielle. Moi, c'est la manière dont je l'ai fait. Mais ici, j'écrirai Augmentation, pour me souvenir du type. Je lui donnerai la couleur du noise. Parce que là, moi, j'utilise le code couleur, donc j'ai mis rouge parce que c'était un truc self. Moi, je lui mettrai la couleur du noise, comme ça, pour que ce soit parfaitement clair. Et puis là, je saurai que c'est mes tags, en fait. Donc, je vais remettre ce que j'avais mis avant. C'était Asset, et c'était un thème de self. Ensuite, une fois que j'ai choisi mes 3 power tags, Armored Juggernaut, Bust Through Walls et Imposing Physique, je vais prendre un weakness tag. Donc ça, c'est une faiblesse. Au contraire, ça peut me donner des -1 dans les situations où ça pourrait s'appliquer. Moi, je me dis que j'aime bien le côté rust when wet. Donc ça veut dire que tout mon équipement, il rouille quand il pleut ou si je nage ou si je suis sous l'eau. C'est une de mes faiblesses. Et donc, je vais prendre ça. Et c'est pareil, je le mettrai sur ma fiche de personnage. En l'occurrence, moi, avec les fiches de personnage que j'ai faites, je les mets ici, mes weakness tags. Et ensuite, mon dernier choix, c'est de prendre une motivation, c'est-à-dire un truc que mon personnage va avoir envie de faire et même besoin de faire, en fait, dans le jeu. Ça va être ses mécaniques aussi, c'est-à-dire que si je l'ignore pendant trop longtemps, cette motivation, je peux perdre mon thème, et dans ce cas-là, on le remplace par un nouveau thème. Il y a une sorte d'évolution comme ça du personnage au fil du truc. Vous voyez, c'est comme si Jaime Lannister, je sais pas, pendant longtemps, il y avait un thème genre « je dois rester avec Cersei », et à un moment donné, il ne reste pas avec Cersei Lannister, et au bout d'un moment, on considère que son thème s'en va, par exemple. Et donc là, par contre, on me propose pas beaucoup de choix. On me dit juste de prendre Smash Through It, donc c'est un petit peu moins fun. On m'en suggère qu'un seul. Peut-être que dans la version finale, il y en aura plusieurs. Et donc ça voudrait dire écrase-le, défonce le truc. En gros, ça voudrait dire que ma motivation en général, c'est d'agir par la violence. Ce serait ma motivation. Et je l'ajouterai sur mon thème. Et voilà, j'aurai un thème. Et en fait, je répète l'opération 4 fois. Et j'ai fait le plus gros de ma création de personnage. Donc c'est assez rapide. Et vous voyez que tout de suite, ça nous donne des idées du modus operandi du personnage, de ses actions, visuellement ce que ça va donner. Genre c'est un mec qui défonce les murs, il est hyper imposant, il a une méga armure et tout. Donc ça va un petit peu plus loin que d'écrire qu'il a genre +3 en force, etc. Je trouve que c'est une des grandes forces de la création de personnages avec ce système. C'est assez fun en fait de créer comme ça. Donc voilà, c'était ça la création de personnages rapide. Je choisis une idée, là, un trope qui me semble sympa. Je choisis mes 4 thèmes. Pour chacun de ces thèmes, je prends 3 power tags, un weakness tag, une motivation, et à la fin, j'ai mes 4 thèmes. Alors encore une fois, comme on le disait, vous voyez, tous ces propositions-là qui vous sont faites de thèmes déjà tout faits, vous n'êtes pas obligé de vous servir des tropes et des trucs, vous pouvez juste vous en inspirer, c'est des exemples. Vous pouvez aller chercher un peu à droite à gauche, ce qui compte à la fin, c'est que vous ayez vos 4 thèmes avec les 3 power tags, le weakness tag et la motivation. Et donc pour chaque type de thème, vous voyez la personality, bon là c'est la version longue, mais pour vous avez à chaque fois 8 thèmes tout faits, ce qui fait qu'en gros, vous pouvez quand même créer une combinaison assez folle de personnages, hein, puisqu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 grands thèmes. Et pour chacun de ces grands thèmes, vous avez, ces grandes familles de thèmes là, vous avez 8 thèmes préfets. Donc ça vous permet déjà de faire plein de combinaisons différentes juste en création rapide sans devoir réfléchir beaucoup plus que ça. Et donc c'est assez cool, je trouve. C'est assez pratique pour créer des pré-tirés rapidement si vous avez envie de tester plein de personnages différents. Moi, je me suis pas mal amusé à créer des personnages rapidement. Alors ce qu'on vous dit, c'est de ne pas répéter les sims. C'est-à-dire qu'il faut pas avoir genre 4 fois un thème d'affiliation. Sinon, c'est pas optimal. Alors en soi, bon, ça va pas détruire le jeu, hein, j'ai envie de vous le dire. Ça va pas casser la mécanique, je pense, ni d'ailleurs créer un déséquilibre ou quoi. C'est juste que avec les mécaniques de progression et les trucs qu'on verra dans d'autres vidéos, ça va être un peu gênant. Parce que justement, en général, ce que vous voulez, c'est quand vous perdez un thème, par exemple, voilà, je fais une croix sur mon passé trouble, c'est plus un truc qui définit tellement mon personnage dans l'histoire. Il est passé au-dessus de ça, il a changé, que ça se remplace par un truc un peu différent, pour que ça marque vraiment une transition dans le personnage. Et s'il a
4 trouble past, enfin, vous voyez bien que ça, de toute façon, ça complexifie le truc. S'il est défini que par son passé trouble, ça crée moins de variété, c'est moins intéressant de base. Dans la plupart des cas, donc on vous dit voilà, de ne pas... que vous pouvez faire n'importe quelle combinaison, juste faire attention à ne pas répéter les mêmes types de thèmes. Comment ça marche pour la création de personnages avancés, on va dire, en détail? La première chose qu'on vous conseille de faire, c'est de parler de votre concept de personnage. Ce sera peut-être plus simple de le faire à plusieurs et de se poser des questions en amont avant d'aller directement droit à la mécanique. Qu'est-ce que vous faites de votre temps? Est-ce que vous avez une profession, un job? Donc on vous donne quand même quelques questions. À quelle culture vous appartenez? Avez-vous acquis une source, c'est-à-dire une source de pouvoir du mythe? Utilisez-vous la technologie, etc. Des questions à se poser un petit peu en amont pour ensuite aller choisir vos 4 thèmes. Quand vous allez choisir votre 4 thèmes, ça va être un petit peu différent si vous voulez vraiment faire toute la création de personnages détaillée. En fait, vous n'allez pas aller chercher les trucs préfaits là, avec des tags déjà écrits et tout. Vous allez vraiment écrire vos tags, etc. Donc ça peut être un long processus de réflexion qui peut être vachement intéressant pour ceux qui aiment créer des personnages, justement, vachement réfléchir à ça. La manière dont vous allez être guidé, c'est en répondant à des questions. En fait, en répondant à des questions, vous allez générer vos tags. Et c'est assez intéressant parce qu'en fait, en répondant à ces questions, si vous essayez vraiment de répondre à la question, c'est-à-dire faut pas trop déformer la question, il faut essayer de répondre le plus précisément possible. Ça va vous aider à pas avoir des tags doublons ou pas avoir des tags trop larges. Parce que si moi on me guide pas, etc., que je connais pas ce genre de jeu, je me prends un thème genre combattant et puis je me dis frappe rapide, frappe virevoltante, enfin, et en fait je vais avoir que des tags qui vont se ressembler, qui vont tous servir à la même chose, et ça peut créer des dysfonctionnements. Et donc en suivant en fait les questions qui vont vous être suggérées, ça va bien vous guider normalement. Donc ça prend cette forme là. Par exemple, là l'exemple c'est de l'affiliation. On nous dit première question, quelle est votre affiliation? Donc c'est simple, vous choisissez la faction à laquelle vous êtes affilié, la personne à laquelle vous êtes affilié, la culture à laquelle vous êtes affilié. C'est votre premier tag. Puis ensuite on vous propose d'autres questions. D'ailleurs vous n'êtes pas obligé de faire les questions dans l'ordre. Vous n'êtes pas obligé de faire A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, I, J, parce que c'est rattaché. Par contre, il ne faut pas répondre 3 fois à la même question. Il vaut mieux changer de question à chaque fois parce que ça va donner des tags différents. Par exemple, what is your affiliation? Je dis que c'est un syndicat du crime qui s'appelle, je sais pas, le Kempo. Je dis n'importe quoi. J'écris membre du Kempo. Voilà. Donc, quand il y aura des situations où je considère qu'être membre du Kempo peut m'aider, j'aurai plus un. Je n'ai pas défini ce que c'était le Kempo, donc il faut aussi définir ce que c'est le Kempo à ce moment-là, de toute évidence. Mais au moins avoir une idée globale. À chaque fois, je pourrais utiliser le tag membre du Kempo. Et puis ensuite, par exemple, quelle est la principale perk? Donc c'est le principal avantage à faire partie du Kempo. Donc par exemple, c'est, je sais pas moi, protégé par le Kempo. Voilà, le Kempo, il se serre les coudes et il se protège les uns les autres. Donc je mets protégé par mes pairs, on va dire, par exemple. Et donc, quand il y a une situation où je considère, dans la narration, en fait, mes pairs sont là pour me protéger, etc., bam, je peux utiliser ce tag et ça me rajoute un +1 si ça fait sens avec l'action que je suis en train de faire. Par exemple, je me fais attaquer, mais je suis en présence de mon crew, là, et les mecs, ils me protègent. Voilà, par exemple, j'en sais rien. Ensuite, what useful skill have you learned from them? Et donc, par exemple, admettons que c'est vraiment un syndicat du crime, genre, c'est l'intimidation, le racket, je dis, je sais pas... racket, voilà, là je suis pas inspiré. Ça c'est une chose intéressante. Si au début, quand vous commencez à jouer, votre tag, vous considérez qu'il est pas tip top, etc., il n'y a pas vraiment de... C'est pas gravissime si avec le MJ vous vous dites est-ce qu'on pourrait pas le modifier un peu, je vois pas trop comment l'utiliser. C'est comme ça que ça se fait. Hein. Il faut pas se mettre trop la pression. Donc moi je sais pas, je mettrais le skill que j'ai appris, c'est pas un super skill. Hein. Il n'y a pas de quoi être fier, c'est le racket. Voilà. Et après, what are they best known for? Par exemple, c'est quoi la raison qui fait que le Kempo, c'est quoi la réputation en fait du truc? C'est quoi le premier truc auquel on pense quand on pense le Kempo? Ben, on pourrait dire que c'est contrôler les rues, controlling the street. Et ben bam, j'ai le tag contrôler les rues. Dans quelles activités vous engagez avec eux ou pour eux, etc. Par exemple, ça pourrait être faire pression sur les locaux. On a vraiment un personnage bien pourri, vous voyez, un bon gangster. Quels équipements, assets ou autres vous tenez d'eux? Bah, je sais pas, ça pourrait être, je sais pas, un couteau papillon. Bam, c'est un de mes tags, couteau papillon. Etc., etc. Et à chaque fois, en fait, c'est le but aussi que vous pouvez avoir en tête au-dessus
simplement du fait de répondre à ces questions-là, c'est d'essayer de faire en sorte que vos tags, à chaque fois, ils disent un truc un petit peu différent de vous. Après, vous pouvez avoir 2 tags qui se ressemblent, qui sont vraiment très très proches. Vous voyez, par exemple, comment ils vous protègent ou vice-versa. Ça pourrait faire un peu doublon avec la question à laquelle j'avais déjà répondu avant, qui était quel est la principale avantage de faire partie d'eux. Moi, j'avais mis protégé par le gang, en gros. Et comment ils me protègent, ça pourrait être ils rappliquent en un claquement de doigts. Je sais pas, ça peut sembler être un petit peu concomitant, mais en fait, narrativement, ça veut pas dire exactement la même chose. Ça veut dire que lorsque je vais faire une action qui consiste à appeler mon crew, par exemple, à faire en sorte, je leur dis venez vite, etc., et que je vais jeter les dés pour voir à quel point ils arrivent rapidement, en nombre, etc., le truc, il rapplique rapidement, va s'appliquer, mais ça va pas forcément s'appliquer une fois qu'ils seront sur place, vous voyez. Donc ce tag-là, il servira dans des circonstances un peu différentes. Et en fait, à chaque tag, comme ça, vous essayez de créer de la diversité, et ça va vous permettre d'avoir des avantages mécaniques sur de plus en plus d'actions différentes et d'avoir une sorte de panel d'actions comme ça. Et bon, pour en arriver à avoir répondu à toutes les questions, il va falloir avoir déjà pas mal joué. En réalité, au début, je rappelle, vous devez répondre qu'à 3 de ces questions, en sachant qu'il faut quand même toujours commencer par la A. C'est pour ça qu'elle est en gras, parce que c'est votre tag principal, c'est le titre du thème finalement. Ça conditionne toute la suite. Donc vous commencez par la A, et ensuite, vous pouvez répondre aux autres questions dans l'ordre que vous voulez, sachant qu'il faudra répondre à 3 au début. Donc prenez peut-être celles qui sont les plus évidentes au départ. En jouant, peut-être que vous allez trouver des réponses justement dans le jeu aux autres questions, et que ce sera plus simple de répondre aux autres par la suite. C'est pareil pour la question de weakness tag. Vous avez 4 choix qui vous ont proposé. Là, il n'y a pas de tag il n'y en a pas un en gras, donc vous pouvez prendre n'importe laquelle des 4. Vous en choisissez une à la création de personnage, vous y répondez, et c'est votre weakness tag. Et vous voyez ici, on vous dit un power tag devrait toujours décrire quelque chose d'utile. Et une question qu'on vous conseille, ça c'est vraiment des bons conseils, c'est de vous poser à chaque fois la question quelles actions ce power tag pourrait booster. Dans quelles circonstances ça va me donner mon +1. C'est important de se poser cette question-là, et aussi je pense de l'expliciter autant que faire se peut. C'est pas obligé d'être parfait, il y aura peut-être des discussions comme dans tous les jeux de rôle sur l'interprétation à un moment donné, mais c'est intéressant de se poser, d'avoir une idée assez claire de ce qu'on met derrière ce tag, justement pour pas avoir des tags trop larges qu'on interprète trop largement. Si par exemple mes tags c'est je suis fort, je suis rapide, je suis chanceux, etc. On en avait parlé dans les vidéos précédentes. Ça peut être trop large. Et là, on vous donne des idées de ce que tous les power tags pourraient représenter. Ça pourrait être des alliés, des contacts, des augmentations, une occupation, un équipement, des connaissances, etc. Et d'ailleurs, vous remarquerez qu'on n'a pas besoin d'avoir pris le thème augmentation pour avoir un tag d'augmentation. Le fait d'avoir un thème complet qui parle d'une augmentation, du fait qu'on soit augmenté un thème, c'est vraiment caractéristique du personnage. C'est pour montrer que c'est un des trucs qui le définit le plus, c'est un de ces 4 thèmes. Mais si je veux, je peux répondre à une des questions de l'affiliation, par exemple, par une augmentation. Par exemple, on me dit quels équipements vous devez à votre affiliation avec le Kempo. Je pourrais dire que j'ai, je sais pas, ils ont des griffes rétractables. C'est une augmentation, elles peuvent se rentrer dans leurs mains et être ressorties pour attaquer au corps à corps. Je peux dire que c'est un de mes tags du Kempo, vous voyez. Ça, c'est pas gênant. Et donc, vous voyez, là, il y en a plein. Il y a manœuvre spéciale, par exemple, c'est un coup spécial. Vous voyez, si par exemple, vous voulez faire un truc très combat, vous pouvez commencer par vous mettre un thème assez large, genre votre titre, c'est armoire à glace, je sais pas. Un autre tag, genre, qu'est-ce que c'est le principal avantage d'être une armoire à glace? Vous dire que vous êtes fort. Donc ça, c'est un tag large, vous pouvez en prendre un, il ne faut pas en avoir plus. Vous dites que vous êtes fort, puis après vous commencez à vous demander ouais, qu'est-ce que je pourrais mettre pour être plus original. Un coup spécial, c'est plus spécifique, vous ne pourrez pas le faire tout le temps. Dans la narration, par exemple, le MJ pourra dire tu t'es pété le poing, tu ne pourras plus faire ton Jackhammer Punch. Tu crames ton tag Jackhammer Punch, tu ne peux plus faire ce coup spécial, mais ça ne t'empêche pas de profiter de tout le reste. Les skills, ça peut être vous avez un skill box, et comme ça, avec armoire à glace, plus vous êtes fort, plus la box, plus le Jackhammer Punch, vous êtes bien, vous pouvez... Ok, vous avez bien marqué le fait que vous êtes super fort en boxe, etc. Et puis à un moment donné, je sais pas, vous prenez un coup dans l'œil, donc ça vous empêche d'avoir le coup d'œil pour esquiver et bloquer, et vous pouvez plus boxer. On vous pète le poing, vous avez plus le Jackhammer Punch, mais vous avez toujours fort et armoire à glace. Et en fait, comme ça, vous avez comme une sorte de scarcity au fur et à mesure que vous perdez des tags et que vous êtes dans la galère. Petit à petit, vous pouvez plus profiter de toutes vos capacités. Mais voilà, en gros, dans l'idée, même si vous avez un truc très large en tête, vous dites juste « je suis un super boxeur », essayez de le traduire sous plein de choses différentes. Par exemple, knowledge, ça pourrait être je sais pas, je connais ton kung fu. Voilà. Et donc, si c'est un personnage que vous connaissez, ou par exemple, vous l'avez déjà affronté une fois précédente, quand vous avez le tag que vous êtes dans cette situation-là, votre tag je connais ton kung fu vous permet de vous adapter, etc., etc. Donc, on vous rappelle de bien... en fait, tout ce que je vous ai dit, c'est un peu expliqué là. Vous mettre d'accord plus ou moins sur l'interprétation
éviter les trucs trop larges comme tag, etc., etc. Il va falloir vous poser la même question pour les weakness tags, hein, genre un équipement qui a une faiblesse, un rival, ça peut être plein de choses différentes en weakness tag. Et ensuite, on arrive à la motivation. Chaque simbook va vous proposer des guides pour créer votre motivation. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour chaque grande famille de thèmes, la motivation signifie quelque chose de différent. Pour les thèmes de self, donc qui sont vraiment liés à votre humanité, votre motivation, ça va être ce qu'on appelle une identité. Donc une identité, qu'est-ce que c'est ? Une identité, c'est une affirmation sur votre personnage dans laquelle il croit vraiment, qui le guide, etc. Donc c'est un centre de gravité pour votre personnage. C'est une de ses convictions, c'est quelque chose comme ça. Donc cette motivation, ça pourrait être une conviction, une promesse, un préjugé, un code de l'honneur que vous mettez, un espoir, un vœu, une émotion forte, quelque chose comme ça. On vous guide, en fait, avec le bouquin pour réfléchir à ça. C'est assez freeform, quand même, comme création. Donc vous pouvez vous lâcher si vous avez si vous aimez le chara design, le fait de mettre des mots sur des concepts, vous allez vous éclater. Pour le mythos, ça va être un rituel cette fois-ci. Votre motivation, ça va être un rituel. C'est un truc qui est requis pour conserver quelque chose que vous devez faire en fait pour garder vos pouvoirs. Donc ça va être par exemple un rite occulte que vous devez répéter, absorber certaines énergies, suivre l'agenda de votre source. Par exemple, si vous avez une épée magique qui est une épée intelligente, par exemple, vous devez suivre ce que vous dit cette épée, sinon elle va finir par se barrer. Ça peut être plein de choses comme ça. Ça peut être une quête, tout ça, tout ce qui a trait souvent à ce genre d'histoire. Ça peut même être une relation. En particulier, si vous avez pris un compagnon, genre j'ai la fée Clochette avec moi, peut-être que je dois faire... entretenir ma relation avec la fée Clochette pour pouvoir garder ce thème. Et pour l'équipement, ça va être un itch. Donc c'est un besoin en fait. Donc ça c'est vraiment pour l'accent sur le côté, le pendant négatif de s'appuyer sur la technologie. Ça peut être une addiction, ça peut être le fear of missing out, genre vouloir toujours acheter la dernière tech, de l'anxiété liée au fait de perdre cette technologie. Donc qu'est-ce qu'on nous propose ? On nous dit un besoin de toujours retourner dans la réalité virtuelle, un besoin de transformer son corps, un désir de maîtriser complètement l'utilisation d'un type de technologie, une dépendance à cette technologie, etc., etc. Et après, voilà, vous pourriez dire aussi, si vous le souhaitez, vous pouvez aller plus loin. Vous pouvez, tout ça, c'est des guides en réalité. Je pense que si vous suivez tout, ça peut produire quelque chose, hein, peut-être. Mais en réalité, faites-vous plaisir, je pense, c'est ça le plus important. Et donc, typiquement, ça peut être une dette, peut-être, que vous devez payer constamment pour garder cette technologie. Je sais pas, vous êtes poursuivi parce qu'il y a des gens qui recherchent cette technologie. Alors, à ce moment-là, on peut se dire que c'est peut-être un troubled past. Vous voyez que ce serait plutôt du self, qu'il y a une organisation qui vous poursuit et tout. Mais je pense qu'il faut pas être si tatillon, faut y aller. Et pendant la partie, si vous vous rendez compte qu'il y a des dysfonctionnements, vous corrigerez en route. Je pense qu'il faut vraiment kiffer. Je vous conseille quand même, si vous êtes MJ, d'accompagner vos joueurs peut-être là-dedans, surtout s'ils ne maîtrisent pas l'anglais. Hein. Si le jeu est traduit un jour, ce sera plus simple. Mais de faire ça en fait avec le reste du groupe, parce que je trouve que c'est pas mal de tous se mettre d'accord avant. Alors évidemment, si vous faites une partie d'initiation, vous ne pourrez pas vraiment faire ça, mais dans une partie d'initiation, en réalité, je suis même pas sûr que la motivation, là, à part être un guide un peu du roleplay, de dire quelque chose sur le personnage, va vraiment être important, parce que la motivation, c'est vraiment un truc plus lié à la progression du personnage, en réalité, qui va vraiment avoir plus un intérêt sur le temps long, je pense. Donc ce sera pas forcément sur un one-shot de 3 heures, le truc au cœur de la mécanique, etc. Et ensuite, vous déterminez... Ensuite, les autres étapes, c'est la même chose que pour la création rapide. En fait, une fois que vous avez fait tout ça, c'était ça le truc long, c'est la même chose, vous déterminez votre essence, vous créez vos tags de relations avec le reste du groupe, etc. Donc voilà, par exemple, on va regarder maintenant un simbook. Alors on va aller voir, par exemple, expertise, parce que c'est un des trucs qu'on connaît le mieux dans le jeu de rôle, souvent défini aux personnages par ce qu'ils savent faire. Donc expertise, voilà, c'est les compétences. Donc on vous rappelle un petit peu ce que c'est, le concept globalement. Ici, vous auriez, vous voyez, des petits textes à trous pour vous aider à réfléchir. Et puis là, vous avez vos Power Tag Questions, ce dont on avait parlé avant, vos Weakness Tag Questions, votre identité, là, donc votre motivation. On vous donne des exemples de tags de relations, si vous avez envie de lier, faire en sorte que votre tag de relation avec un des autres PJ soit un peu lié à ce thème de l'expertise. On vous donne des idées. Là, c'est pas vraiment obligatoire de se servir de ça. Ensuite, on a les Sim Specials. Donc ça, c'est aussi dans la progression de personnage. Là, c'est vraiment des règles, on va dire, un petit peu plus avancées, puisque c'est des trucs qui viennent casser la mécanique. Genre, par exemple, Evolving Technique. Vous voyez, c'est carrément une mécanique qui casse tout ce dont on a parlé avant. C'est vraiment, on va dire, c'est un peu comme je vais grossir le trait, c'est un peu comme les dons dans D&D, si vous voulez.
Pas vraiment, hein, mais c'est pas vraiment la base du jeu. Par exemple, Evolving Technique, ça vous permettrait, une fois par session, de changer un des power tags de ce thème par un autre. Et donc, en fait, de faire continuellement évoluer votre expertise. Donc, ça casse complètement les règles. Et ça, on les débloque que avec la progression de personnage. Donc, on va pas en parler plus que ça dans cette vidéo. D'ailleurs, c'est ici qu'il y a pas mal de choses qui sont pas encore tout à fait faites. Par exemple, vous voyez ici, on a la mention d'une mécanique qui a disparu, qui sera pas dans la version finale. Encore une fois, c'est pas le PDF final. Par exemple, le Edge, c'est une mécanique qui n'existera pas. Donc, en fait, moi, je sais même pas ce que ça veut dire en réalité. Je sais plus ce que ça voulait dire dans les versions précédentes, un peu prototypales du jeu. Donc ça, c'est pas tout à fait à jour, mais d'ici quelques semaines, je crois que ce sera... je sais pas quand on va sortir cette vidéo. Si ça tombe, quand cette vidéo sera sortie, ce sera déjà changé. On aura déjà le PDF final, mais voilà, ça va aller vite. D'ailleurs, ces vidéos arrivent un peu tôt, hein, vu que le jeu n'est pas encore sorti. À mon avis, les PDF, tout ça, ce sera en juin, mais vous pouvez précommander le jeu et avoir accès à ces trucs-là, tout ce qui est PDF et tout, dès maintenant, je crois. Donc voilà pour la création de personnages longue. Je regarde si j'ai pas oublié quelque chose. Ensuite, on va aller... Ouais, non, c'est bon, j'ai parlé de tout. Bah, on va aller se faire un petit personnage vite fait. Donc j'ai déjà pris un peu d'avance, hein, j'ai déjà choisi ces thèmes. Donc ce sera Saburo. Ce sera une sorte d'investigateur. Vous voyez, j'ai déjà choisi ces 4 thèmes. Donc il aura une affiliation, une expertise, self, un artefact mythos et un cutting edge noise. Le premier grand tag, je l'ai déjà choisi, donc on va dire qu'il fait son affiliation, c'est qu'il fait partie des chasseurs d'ombre. Donc c'est une création de personnage rapide, on va pas faire un background hyper poussé. On va dire que c'est des mecs qui chassent des spectres, des yokai, des créatures surnaturelles dans la ville, une sorte de collectif. Son expertise, c'est que c'est un investigateur. Son artefact, c'est le Otenta Mitsuyo, donc je suis allé chercher un petit katana légendaire. J'ai pas poussé hyper loin. Il y avait une légende, je sais plus vous dire exactement ce que c'est, mais en gros, c'est un katana qui, selon la légende, aurait fait peur à un démon. Voilà, c'est un peu comme ça que je l'ai compris. Donc, on va essayer de traduire ça mécaniquement. Un truc pour faire fuir les démons et tout. Et je lui ai mis un Sandevistan. Donc, c'est en gros la tech là dans Cyberpunk qui permet de ralentir le temps, etc. Et donc, on va essayer de créer ça. Donc, déjà, un des premiers trucs dont j'ai envie de parler tout de suite, même avant qu'on fasse ça, quand j'y pense, c'est de l'essence, cette fameuse essence, cette fameuse combinaison de différents familles de thèmes. Vous voyez là que j'ai du self, du mythos et du noise. Et donc ça fait que Saburo, son essence, ça va être un nexus. Ça veut dire qu'il est au croisement des 3 grandes familles de thèmes. Donc ça a un impact mécanique. Donc on va aller voir ça rapidement. Qu'est-ce que c'est cette histoire d'impact mécanique? Si j'ai les 3 grandes familles, je suis un nexus. Et donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que je m'adapte plus vite au changement que les autres, vu que je me restreins pas à une seule source de puissance, on va dire. Et donc, quand je remplace un de mes thèmes, ce qui va arriver en cours de jeu, on y reviendra dans la prochaine vidéo sur la progression des personnages. Si je remplace un de mes thèmes et qu'à l'issue de ce changement, je suis toujours un nexus, typiquement, là, pour ça, il faudrait par exemple que je perde mon expertise, un de mes trucs self, et que ça devienne par exemple un mythos, et ça fera que j'aurai toujours du self, du mythos et du noise. Eh bien, mon nouveau thème commencera comme un thème complet, au lieu d'un thème naissant. Bon, pour l'instant, vous savez pas ce que ça veut dire, parce qu'on n'a pas fait le truc sur la progression, mais voilà, ça fait que je m'adapte plus vite au changement. Bon, c'est vraiment des subtilités mécaniques, vous les verriez en jeu, je vais pas tous les faire, mais en gros, à chaque fois, en fonction de la combinaison de différents thèmes que vous avez une mécanique différente. Et d'ailleurs, vous voyez qu'il y a un truc qui est intéressant, j'en profite, c'est qu'on peut arriver en full punk, c'est-à-dire je suis only self, c'est-à-dire que je refuse toute la technologie, toute la magie. Je peux arriver en full noise, donc c'est la singularité, mais il y a 2 types de full mythe. Parce qu'en fait, je pourrais avoir que des thèmes de mythe et qui sont tous de la même source, c'est-à-dire la source, on va dire, c'est le mythe en lui-même. Par exemple, je sais pas, mon mythe c'est Dracula, j'en sais rien. C'est le vampire, un truc comme ça. Si tous mes thèmes, c'est des thèmes de mythe, et qu'en plus c'est tous des thèmes de Dracula, c'est-à-dire que je vais tirer ma puissance d'un compagnon lié à Dracula, d'un artefact lié à Dracula, de connaissances ésotériques liées à Dracula, et en plus moi-même je suis devenu un vampire, je deviens un avatar, c'est-à-dire qu'en fait je deviens Dracula en quelque sorte, et à ce moment-là, je dois suivre l'agenda de Dracula, quoi. Je deviens Dracula dans la fiction. Et c'est un effet, c'est vraiment lié pour le coup là plus à la diégèse directement, c'est-à-dire qu'à force d'avoir poursuivi, d'avoir fait que des rituels liés à Dracula, il est en train de s'incarner, je suis Dracula, et ça peut vraiment être un bouleversement dans la campagne. Mais à l'inverse, je peux aussi aller chercher des artefacts et des trucs de plein de mythes différents, et dans ce cas-là, je serais juste un conduit, et ça me donne quand même plus de contrôle sur mon personnage. Donc en fait, il y a vraiment une notion assez intéressante, je trouve, de perte de contrôle si je m'adonne à 100% à un mythe spécifique. Donc bref,
tout ça pour dire que en fonction de vos thèmes, de leur répartition et de comment ça change, etc., vous allez petit à petit avoir des changements mécaniques et qui vont dire quelque chose sur votre personnage. Et aussi, je pense, ça doit être écrit quelque part, peut-être que je suis passé à côté, mais je pense qu'il n'est pas recommandé de commencer la campagne en étant, par exemple, full, en étant un avatar. Ça, c'est clair, parce que ça devrait être un bouleversement pour le personnage. Genre, vous vous transcendez, vous devenez quelqu'un d'autre presque. Full technologie non plus, je pense que c'est pas trop recommandé. Enfin, on vous recommande d'avoir quand même d'être dans 2 familles différentes au début pour justement voir en fonction des motivations de ces 2 familles vers laquelle vous allez tendre. Et c'est ça qui va être intéressant, c'est cet équilibre entre les différents mondes. C'est un des trucs du jeu, au-delà de sa mécanique, on va dire purement ludique de comment on sert des tags et tout, qui est ultra cool. Un des thèmes de Tokyo's Escape, c'est cette bascule entre les deux mondes, entre guillemets. C'était la même chose pour City of Mist. Et ça, c'est plus lié vraiment, on va dire, à l'univers, ouais. D'ailleurs, Legends of the Mist, qui est en ce moment kickstarté à l'heure où je vous parle, je crois qu'il reste 48 heures à l'heure où je vous parle, qui sera le prochain jeu qui se base un peu sur le même système et tout. Lui, il aura pas vraiment le même mécanisme parce que c'est plus un truc sur la fantasy et donc un peu la progression du héros qui va vers des enjeux de plus en plus grands. Et ce sera plus un équilibre entre ce que j'étais, mon origine, et mes thèmes d'origine au fur et à mesure sont remplacés par des thèmes héroïques et des thèmes mythiques, etc. Et de plus en plus, je deviens quelqu'un de très puissant. Donc ce sera pas le même système, même si on sera toujours basé sur les tags, etc. Mais on est complètement hors sujet. On va faire notre création de personnage. Je vais essayer de faire ça assez rapidement. Donc je sais que je suis un Nexus, hein. Donc je pourrais retourner voir la mécanique dans le bouquin ou écrire davantage de ce que ça veut dire. Je vais pas le faire. On va pas non plus faire les relationship tags, je vous le cache pas, parce que ça nécessiterait de créer tout un groupe de personnages et de se lier à eux. Mais il faut se souvenir que c'est important dans la création de personnages. Donc nous, on va juste venir compléter ces trucs-là. Donc on va commencer avec l'affiliation self. Donc je fais partie des chasseurs d'ombre. Donc je retourne sur mon self, affiliation, tac, et j'essaie de répondre aux questions. Donc moi dans ma tête, je sais déjà que c'est des chasseurs de spectres, etc. Donc à quelles questions j'ai envie de répondre? J'ai envie de définir un petit peu le fait de faire partie de ce groupe. Qu'est-ce que ça implique avant même de parler de mes compétences et tout? Parce que je sais déjà que je vais avoir un thème expertise qui est investigateur à côté et un katana qui me permet un peu de chasser les ombres et tout. Donc j'ai envie que ce thème, je l'utilise plus pour du relationnel. Même si chasseur d'ombre, je sais que je pourrais m'en servir assez largement dès que je vais chasser des spectres, etc. Le fait d'appartenir à cette organisation. J'ai envie que le reste, ce soit plus du relationnel. Donc, comment ils me protègent et vice-versa. On va dire, donc à quelles activités on s'adonne avec eux. On va dire que on échange de pratiques occultes. En gros, c'est pas un truc où on est nécessairement tous à s'entraider en permanence sur le terrain, mais on se retrouve régulièrement avec les autres chasseurs d'ombre pour échanger sur les pratiques occultes. Donc ça va me servir à quoi? Par exemple, à des actions pour récupérer de l'info. Je sais déjà que c'est ça le sens que je mets derrière ce mot. C'est-à-dire que si à un moment donné, en amont d'une enquête, en amont d'une opération qu'on a réalisée avec mon crew, qui sont pas forcément des chasseurs d'ombre eux-mêmes, je vais pouvoir aller demander, une fois que j'aurai, je sais pas, identifié le type de démon que je dois éliminer, aller demander aux autres chasseurs d'ombre comment ils s'y prendraient pour l'éliminer, s'ils connaissent ses faiblesses, etc. Et ça pourrait me permettre, si on reparle mécanique, etc., de me créer, je sais pas, un statut prêt à en découdre, ou alors un story tag, genre, il y a un de mes potes, il m'a filé tel talisman pour éliminer des démons, vous voyez, par exemple. Donc c'est à ça que ça me servirait mécaniquement. Ensuite, what are they best known for? Donc c'est quoi le truc pour lequel on les connaît? Et ben on va mettre bannir des spectres. Voilà, par exemple. Bannir des spectres, c'est le truc pour lequel ils sont connus. On va même, pour bien s'en souvenir, que c'est aussi un peu un truc de réputation, entre guillemets. Là, ce qu'on met derrière cette question, c'est plutôt une histoire de réputation. Donc je vais le reformuler, je vais pas mettre bannisseur de spectres. On va dire terreur des spectres. Vous voyez, comme ça, c'est moins formulé comme un skill en soi, c'est plus une réputation. Et donc, ça me permet de mieux voir dans quel contexte ça pourrait passer. Par exemple, pour simplement me présenter comme quelqu'un d'efficace pour être recruté pour le job ou pour convaincre quelqu'un de me faire confiance, etc. Mais aussi peut-être pour faire peur à ces spectres qui connaissent ma réputation. Peut-être que les spectres entre eux dans la ville, ils parlent des chasseurs d'ombre, ils disent attention aux chasseurs d'ombre, etc. Et donc pour les intimider, quelque chose comme ça. Maintenant, on va sur notre expertise. Donc j'ai mis investigateur, je vais pas chercher très très loin. Donc qu'est-ce qu'on me suggère? On me suggère... attendez, je fais n'importe quoi. Je vais beaucoup trop vite. Vous voyez? Je vais beaucoup trop vite puisque je dois répondre à d'autres questions. Je dois prendre mon weakness tag. Alors, how does this affiliation control your life? Comment est-ce que ça prend le pas sur ma vie? Est-ce que mon affiliation a des ennemis? Est-ce qu'il y a un comportement gênant que j'ai hérité de ça? Est-ce que les étrangers pourraient me reconnaître plus
facilement, ça m'empêcherait d'être discret, tout ça. Moi, je pense qu'il va y avoir un ennemi, tout simplement, de l'affiliation. Ça va être, je vais être genre traqué par les ombres. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça pourrait me retomber sur la gueule ou agrippé par les ombres. C'est pas exactement le sens que ça peut avoir dans l'univers, mais là, je me fais plaisir. Je me dis que mon personnage, quand il se déplace dans les ombres, des fois, les ombres, globalement, simplement l'ombre en général, va le gêner. Comme si il était devenu l'ennemi des ombres. Donc quand il se promène la nuit ou je sais pas quoi, il est en train de courir, des fois il a l'impression de voir des mains dans l'ombre qui sortent et qui l'agrippent et qui viennent le gêner, comme si il avait une sorte d'épée de Damoclès. Le monde des ombres le rattrapera un jour, vous voyez. Et sa motivation, ça pourrait être quoi? Motivation, il faut se souvenir que ça doit être un truc quand même qui peut me... C'est une motivation, une croyance, un truc qui doit quand même pouvoir me gêner, qui doit pouvoir créer du dilemme en fait. Le MJ va pouvoir s'en servir pour me mettre un peu en difficulté. Et si je la suis pas, au bout d'un moment, je pourrais perdre mon affiliation. Donc c'est vraiment un truc que je pense qu'il doit être envers le groupe. Parce que c'est ça qui justifierait, de toute évidence, que je perde mon affiliation, c'est de pas respecter des règles du groupe, etc. Donc par exemple, pas de pitié pour les spectres, vous voyez. Et peut-être que si à plusieurs reprises j'éprouve de la pitié envers les spectres, je vais perdre mon thème. Et en fait, narrativement, ce que ça veut dire, c'est que les autres membres des chasseurs d'ombre vont considérer que je suis faible, que je respecte pas la mission. Et donc ça donne ça donne un petit levier au MJ, quoi. Il va pouvoir peut-être créer des spectres qui sont pas juste des vilains méchants. Vous voyez ce que je veux dire? Et on va pouvoir jouer avec ça. Donc là, voilà, j'aurais fait un thème. Maintenant, on va faire l'expertise. À quelle question j'ai envie de répondre? Qu'est-ce que je peux faire avec ce skill que les autres ne peuvent pas faire? En tant qu'investigateur, je vais mettre traquer les... ou alors voir les esprits. Voir les esprits, c'est pas mal. Voir les esprits. Je vais mettre voir les esprits. Ça m'aidera si, par exemple, il y a un truc qui essaie de devenir invisible, etc. C'est assez large. Et investigateur, je vais même le changer, je vais dire investigateur occulte pour mieux préciser. Donc investigateur occulte, vous voyez, ça pourrait se chevaucher un peu avec chasseur d'ombre, mais pas nécessairement, parce que chasseur d'ombre, c'est un truc très précis. On va même, vous voyez, mettre chasseur de spectre, parce qu'on est vraiment parti sur le spectre. Mais investigateur occulte, ça pourrait me servir à chasser autre chose que des spectres, par exemple. Voir les esprits, ça c'est vraiment un truc... c'est un peu trop surnaturel. J'ai envie que ce soit un petit peu plus lié à vraiment une expertise humaine, en fait. Je vais mettre traquer l'invisible. Traquer l'invisible, genre ça fait plus, je trouve que c'est pas mal, ça fait un peu genre les gens ils voient pas tous les détails, etc. Et en fait ça va me permettre de voir les micro détails, les petits trucs qui changent, je sais pas, une onde, un son que les autres pourraient, par exemple je sais pas, il y a un truc qui grince, tout le monde se dit ouais c'est juste la porte qui grince, moi à ce moment-là je fais guys it's a spectre, on va mettre ça. D'ailleurs une bonne pratique que je devrais avoir, là je suis en train de me dire, parce que j'avais pas encore fait de création de personnage comme ça, c'est écrire la lettre pour pas répondre à la même question la prochaine fois, vous voyez, dans la progression de personnage. Donc là par exemple j'avais dit que c'était un truc que les autres ne peuvent pas faire, c'est la réponse D, la réponse D. Bah, je pourrais faire ça, vous voyez, genre, ou plutôt comme ça, voilà. Je vais pas m'embêter à faire ça, mais ça peut être pas mal pour s'en souvenir sur le temps long. Quelle autre question? Quelle attitude ou tactique j'ai appris sur le job en faisant ce job, ou alors quelle capacité spécialisée j'ai, etc. Je pense qu'il pourrait y avoir un truc un peu lié à l'exorcisme, un peu voir si par exemple il y a quelqu'un qui est possédé, quelque chose comme ça, et donc on va se mettre un truc comme ça, genre sonder l'âme, et globalement ça pourrait aussi me permettre de voir un petit peu les intentions de quelqu'un, tout ça, pour tout ce qui va être interrogatoire, vous voyez. Weakness. Je pense que je vais répondre à la question quand est-ce que votre expertise échoue, se retourne contre vous, ne s'applique pas. Peut-être que comme il doit être très attentif au réel pour pouvoir repérer les fantômes, les trucs invisibles et tout, il est perturbé par la technologie. Vous voyez, s'il y a trop d'informations en réalité augmentée, tout ça, si on est dans un endroit où la technologie est trop présente, ça permet aux fantômes de se cacher, etc. Et donc, il va être gêné par le noise, en gros le bruit, la tech, etc. Pour mener ses enquêtes, ça va être sa weakness. Et sa motivation, son impulsion, son modus operandi, qu'est-ce que ça pourrait être? On va dire que ça va être genre pas de repos, ou alors ne repart jamais bredouille. Vous voyez? Ça veut dire que genre si à un moment donné on est dans la merde, etc., il fera pas demi-tour sans avoir trouvé une preuve, un truc, etc. Il refuse l'échec en fait, tout simplement. Ce qui peut le pousser un peu trop loin. Genre, il veut interroger un mec, le mec lâche rien, etc. Ça peut le pousser dans ses retranchements et faire que il va vriller, quoi, notre saboureau. D'ailleurs, vous remarquerez qu'on se laisse un petit espace en dessous pour mieux définir ça. Aussi, c'est intéressant d'avoir aussi un petit texte un petit peu plus développé, de se laisser une place sur la fiche de personnage. Là, je le fais pas, mais pour écrire un peu plus la backstory du chasseur de spectres et par exemple... expliquer un peu mon pas de pitié pour les spectres, pardon. Je pourrais ici, c'est d'ailleurs ce qu'on a sur les fiches de pré-tirés. Je pourrais ici, par exemple, hop, je change de police, expliquer les chasseurs
de spectres sont un groupe de détectives qui ont juré de neutraliser, non, neutraliser c'est pas assez fort, d'éliminer tous les spectres de la mégacité, importe le prix, on ne peut pas faire confiance aux êtres de l'au-delà, les laisser partir, c'est trahir la cause. Vous voyez, je peux un peu détailler comme ça. On va pas le faire à chaque fois, encore une fois. Allez, j'avance. Je termine ça pour mettre fin à cette vidéo. Donc, on est maintenant sur le Otenta Mitsuyo. Donc, c'était un katana. Là, on part sur un artefact. On part sur un artefact. On va voir si c'est un petit peu différent ce qu'on nous propose. Donc, c'est un katana qui est censé faire fuir les spectres. Peut-être un truc un peu plus défensif, finalement. En soi, le katana en lui-même peut me permettre d'attaquer, mais les capacités que je vais de prendre, ça va plus être des trucs pour me protéger. On va mettre fait fuir les spectres. Normalement, c'est des démons dans la légende, mais là, on s'en fiche. Vous pouvez convertir un peu vos mythes, changer vos mythes, etc. Vous pouvez faire d'un mythe une intelligence artificielle. Faites-vous plaisir. Moi, je vais dire que ça fait fuir les spectres de base. Et ensuite, on va chercher un truc un petit peu plus original. Comment votre artefact peut-il être utilisé pour surmonter vos adversaires, entre guillemets on va mettre exorciser, ou bien lumière d'exorcisation. Voilà. J'ai la flemme de mieux le formuler, mais vous aurez compris. Je pense qu'il peut faire une sorte de lumière et hop, ça fait sortir les spectres, les fantômes des corps, en fait, s'ils se cachent dans un objet, etc. En termes de weakness, là, c'est un rituel. Qu'est-ce qui pourrait avoir comme défaut, en fait? On n'est pas encore sur le rituel, on est sur le weakness tag, je dis n'importe quoi. Donc c'est le défaut, c'est un truc qui pourrait me gêner. On va mettre la lame est brisée. La lame est brisée, ça pourrait être stylé, parce que comme ça, dans mon évolution, typiquement, comme on le verra dans la prochaine vidéo, je pourrais par exemple réparer la lame, et hop, je perds la lame brisée, et donc ça va me gêner pour la parade, même pour l'attaque. Hein. En réalité, c'est pas une arme vraiment faite pour très pratique pour se battre. Et mon rituel, du coup, on va dire que la lame, il va peut-être y avoir un truc genre d'Amaterasu, genre un peu genre elle doit pour régénérer ses pouvoirs de lumière, de faire fuir les démons, etc. Elle doit être exposée au soleil régulièrement. Vous voyez, je peux pas m'en servir tout le temps, je dois parfois la laisser. Doit se reposer sous le regard d'Amaterasu. Ouais, ok. Le jour. Donc en fait, la journée, elle doit se régénérer en fait. Après que je l'ai utilisée une journée, je dois la remettre une journée complète au soleil. Et ensuite, on va faire le Sandevistan. Là, on va aller chercher des trucs plus agressifs. Finalement, le katana, on s'en est plus servi pour vraiment chasser les démons et s'en protéger. Dans le Sandevistan, j'ai envie que ce soit un peu mon truc pour me bastonner vraiment. Donc je l'avais mis en cutting edge. C'est une augmentation en soi, mais c'est un peu la même chose vu que le Sandevistan, on va le mettre en mode c'est vraiment le prototype et tout, donc on va plus prendre Cutting Edge, je trouve que ça colle plus. Donc je vais tellement vite que c'est attaque imperceptible. On l'a activé. Imperceptible. Et comme deuxième truc, on va prendre un trick ou une special maneuver. Passage dans le dos. Voilà. Passage dans le dos. C'est une sorte de manœuvre que je peux faire. Au bout d'un moment, mon personnage peut s'y être habitué, l'anticiper, etc. Mais c'est vraiment un peu mon attaque surprise. Je vais même mettre je suis derrière toi. Ça marque un peu plus le truc. Ça me met même une punchline. Ça caractérise plus le personnage. Genre right behind you, bro. De katana dans les cervicales, mon frère. Et ensuite, on va aller sur une weakness. La limitation, ça va être 1 minute, pas plus. Non, après, je supporte plus de m'en servir. Bon, 1 minute, pas plus, c'est peut-être un peu trop précis, mais un peu trop violent. J'ai envie de pouvoir m'en servir un peu plus que ça. On va mettre genre contre-coup après usage. Voilà. Et comme motivation, pour terminer, on va dire que quelqu'un essaie de la récupérer tout simplement. On va mettre un nom de corpo genre... Ah non, attendez, un itch. Qu'est-ce qu'on nous propose? On va dire que j'ai besoin de prendre une drogue, un truc comme ça pour supporter cette tech ultra envahissante. Ou alors, je peux pas m'empêcher de provoquer mes adversaires. Parce que je me sens invincible avec. Un truc comme ça. Genre, attrape-moi si tu peux. Une envie un peu de jouer avec la proie, quelque chose comme ça. Quoique, comment ça pourrait se traduire en jeu, ça? Comment le MJ, il met des bâtons dans les roues avec ça? C'est plus une weakness, ça, j'ai envie de dire. Un petit dilemme. Jouer avec sa proie. Jouer avec sa proie, ça me semble pas mal. Ça lui donne une sorte de comportement félin, il se sent... il voit les autres si lents, etc. Et donc, si il essaie de finir le combat trop rapidement, s'il y a un joueur, je me mets en position de MJ, s'il y a un joueur qui exécute trop vite son adversaire, ça pourrait commencer à le décrocher du Sandevistan.
Retournez voir un petit peu ce qu'on nous explique pour le itch. J'ai un doute. Je pense que ce serait plus un truc genre vous êtes trop lent. Je sais pas comment mieux l'écrire, mais c'est ce côté il est trop confiant en fait avec le Sandevistan. Il va aller trop vite. Si l'adversaire est en train de se barrer en bagnole, les autres, ses potes sont en train de monter dans une voiture pour le prendre en chasse. Lui, il doit partir devant tout seul quoi. C'est ça, c'est ça que ça tech le pousse à faire en fait, et ce qui fait que ça peut insupporter les autres. Ils se disent tu devrais nous attendre, etc., etc. Et s'il commence à, là, je trouve que ça colle bien au côté Sandevistan, au côté un peu orgueilleux d'être le plus rapide, d'être le plus machin. Si il commence à faire des concessions là-dessus, de plus en plus, à se dire non, je devrais attendre les autres, non, je peux pas tout faire tout seul, etc. Ça va peut-être le faire, le Sandevistan va être relégué à quelque chose de secondaire pour le personnage, et il pourrait peut-être perdre ce truc. En fait, il est tout le temps sous adrénaline, et donc il est un peu soumis à ce besoin de toujours partir devant, etc. Et donc voilà. Voilà, on a créé un personnage avec la méthode longue. C'était assez marrant, honnêtement. Pas si facile toujours. Je trouve le plus difficile, c'est vraiment la motivation. Surtout sur le hitch là, j'ai eu un peu de mal. Vous le verrez pas parce qu'il y a eu des petits cuts. Après, peut-être que sur d'autres techs et tout, j'aurais moins eu de difficultés. Hein. Mais là, spécifiquement sur ce truc qui me rend super rapide, j'avais un petit doute. Je sais pas si vous avez des idées. Vous auriez vu ça autrement. Mais en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cet exemple. Que ça vous donne envie de tester, hein, de créer des personnages comme ça. Franchement, c'est assez cool. Moi, j'ai beaucoup créé la méthode rapide. Je pense qu'il y a plein de manières différentes d'approcher le truc. Et ça me donne, ça définit vraiment bien le personnage, vous voyez. Là, j'ai déjà pas mal une bonne vision de comment je vais le jouer, etc. Je peux l'adapter, vous voyez, pendant les premières sessions, etc. Aussi, mon personnage va évoluer, donc ça va être amené à changer. Mais comme ça, en posant ces mots, etc., on a vraiment défini un personnage, on va dire, stylé. Je vais pas dire qu'il est révolutionnaire, mais il a un côté unique en son genre par la combinaison des tags que je lui ai mis, etc. Je trouve ça vraiment... vraiment cool. Ça lui fait pas complètement un background et tout, vous voyez, par exemple, on sait pas forcément ce qui s'est passé avant qu'il rejoigne les chasseurs d'ombre, etc. Je pense que c'est pas nécessaire pour jouer. Je pourrais le faire en plus, mais là j'ai une bonne base, quoi, on va dire. Donc ça, c'est vraiment cool. Et même en mode long, là, je pense que ça m'a pris peut-être une demi-heure. Alors il me resterait normalement, il reste des trucs. Il y a un truc que j'ai complètement zappé. On va passer très très rapidement dessus. Excusez-moi, j'oublie quelque chose. C'est pas vraiment en lien avec la création de personnages, c'est pour ça que j'ai zappé. Mais en fait, un truc qu'il va falloir faire en groupe, c'est tout simplement vous créer un thème de groupe que tout le monde va pouvoir utiliser. Et ce thème de groupe, c'est pas la création de personnages à proprement parler. D'ailleurs, en fait, je pense que ça vient avant la création de personnages. C'est... Vous voyez, on vous recommande, au moment où vous choisissez un peu le thème de la campagne, que vous définissez votre méga-cité, etc., aussi, avant même de créer les personnages, de choisir un thème de groupe. Et donc, c'est un thème partagé par tout le groupe qui s'utilise pas exactement de la même manière, mais on va pas rentrer dans les subtilités, et qui va venir s'ajouter, quoi. Et donc, ça vous donne une idée si on est une équipe de spécialistes d'élite, on est les protecteurs de la communauté, on est une famille, on forme une famille un peu ensemble. Ça va nous donner des tags, tout ça aussi. C'est exactement le même système. Hein. Choisis une motivation. Si on ne suit pas cette motivation, le groupe pourrait se péter et se reformer différemment. Par exemple, peut-être qu'à la base, on est ensemble parce qu'on est recherché, donc on va avoir des tags liés à ça, on est tous vigilants, etc., etc. Et puis au bout d'un moment, on n'est plus recherché. On fuit plus les autorités. Et donc, on finit par devenir, je sais pas moi, un gang de rebelles. On devient autre chose. Et il y aura ça aussi, mais honnêtement, c'est à peu près la même chose que ce qu'on a présenté, sauf qu'il va falloir y réfléchir ensemble. Mais voilà pour la création de perso. C'était cool de faire ça. Ça vous montre un petit peu comment je réfléchis à ça. Ça peut vous aider, j'espère, si vous vous intéressez à ce genre de système. Et puis je pense que c'est un exercice assez unique en son genre, en fait, d'essayer de définir par des toutes petites expressions dans quoi on va être fort. C'est quoi un peu mon coup spécial, ma signature et tout. Je trouve que c'est un truc assez cool, en fait. Ça lie vraiment la mécanique à la création du personnage et de comment on va le jouer. Je trouve que c'est excellent. Donc vous me direz ce que vous en pensez. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Vous pouvez envoyer cette vidéo peut-être si ça peut aider vos joueurs à créer leur personnage, je ne sais pas. Et puis si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez aussi venir sur Tipeee pour lâcher un petit don, que ce soit un don récurrent ou un don unique. À votre bon vouloir, ça ferait extrêmement plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux, donc pour ceux qui l'ont déjà fait, encore un grand merci. C'est ça qui permet à la chaîne d'avancer. Je vous dis à très bientôt ici, ou peut-être sur le Discord à l'occasion d'un petit débat du lundi, quelque chose comme ça. Bonne partie, ciao, bye.